Bonjour à tous, bienvenue donc sur cette conférence en partenariat avec le BG. Nous allons aborder aujourd'hui, un sujet que tout le monde, connaît, en tout cas pour lequel nous avons beaucoup de questions côté Commanders Act, qui est le sujet des cookies. Le titre de ce webinaire est assez clair, hein: «La fin des cookies est-elle proche?» Tout le monde se pose beaucoup de questions. Tous les éditeurs sont, on va le voir pendant la présentation, globalement, concernés, plus ou moins impactés. Et l'idée de cette présentation, c'est de démystifier un peu, déjà ce qu'est un cookie, c'est les grands sujets qui peuvent vous toucher, vous, en tant qu'utilisateur, de solutions basées sur des cookies et en règle générale, comprendre les impacts que cela peut avoir sur le marché. Alors, il y a un petit problème de son visiblement, donc on va essayer de passer en casque. Est-ce que vous m'entendez mieux là? C'est bon? OK. Hem, donc pour me présenter très rapidement, donc moi je suis François Langrand, je suis directeur général et cofondateur de Commanders Act. Dans le cadre, de cette, présentation, la casquette que je vais utiliser, c'est la casquette, un peu technique, un peu conseil. L'objectif, c'est de pas rentrer, de vous bassiner avec des sujets, technico-techniques, mais de vous faire comprendre un petit peu les bases, qui vont vous permettre ensuite de challenger les éditeurs avec lesquels vous travaillez et de comprendre en quoi chacun d'entre eux peut potentiellement apporter des solutions aux problématiques du marché. En termes d'agenda, donc on va voir ensemble aujourd'hui 5 grands points. Le premier, je vais revenir sur la genèse du tracking, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on utilise des cookies aujourd'hui? La question peut paraître, assez basique, mais pour savoir, pourquoi on utilise les cookies, il faut savoir, d'où on vient et vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça pose problème parfois aujourd'hui. Le second point qu'on va aborder, c'est le tracking de l'individu. Donc concrètement, lorsque, les utilisateurs de vos propriétés, que ce soit des applications ou des sites web, naviguent sur internet, comment le phénomène de tracking s'exécute. Troisième point, on verra ensuite les impacts sur le marché ad tech martech, qui est probablement, l'un des sujets, majeurs pour les éditeurs comme nous et en conséquence pour les annonceurs comme vous. Quatrième point, on verra un petit peu des points sur l'encadrement de la collecte et en 5, les solutions qu'on propose pour essayer de résoudre toutes ces questions. Donc je vais commencer par un premier retour sur le vocabulaire en fait, du tracking. Faut savoir que ça, c'est un petit quiz qu'on aime faire avec, nos clients lorsqu'on aborde des certifications, lorsqu'on aborde des trainings. Heu, Point par point, en fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on déroule de 1 à 8 et on essaie de voir un petit peu qui maîtrise chacun des sujets. Le premier point, les cookies, je vais pas, j'espère vous réexpliquer, trop en détail, aujourd'hui, mais on va les réaborder. J'espère que c'est clair en tout cas pour tout le monde. Un cookie, c'est un élément qui est posé sur un navigateur. Faut savoir que les cookies, c'est quelque chose qui est obligatoire aujourd'hui pour la plupart des sites. Si on prend un site e-commerce par exemple, le fait de gérer un panier ou une session pour dire, «Je reviens», ce genre de choses, c'est aujourd'hui géré par cookie. Ça veut dire que, pour répondre à la question très rapide de la 1re slide: «Est-ce la fin des cookies?» Supprimer tous les cookies du jour au lendemain, aujourd'hui, c'est impossible. Ça veut dire que si on supprime les cookies du jour au lendemain, il y a plus de site internet, gérant des paniers. Donc globalement, il va y avoir un petit impact quand même sur le e-commerce. On rentrera en détail sur ces points de cookies, juste après. Le Do Not Track, c'est une norme qui avait été mise en place, à une époque autour de 2002. L'objectif, c'était de permettre, aux utilisateurs, de dire: «Via mon navigateur, je ne veux pas être traqué». La problématique de ce Do Not Track, qui sur le papier était plutôt intéressant, c'est que, les éditeurs qui recevaient l'information, donc un Commanders Act, un Criteo, un Google, n'étaient pas obligés de respecter cette information transmise par l'internaute. Donc, concrètement, personne ne le mettait en place et même si l'internaute disait: «Je ne veux pas être traqué», DNT, Do Not Track, l'éditeur était libre de le traquer ou non. C'est pour ça d'ailleurs que cette, norme a fini par disparaître. ITP, Intelligent Tracking Prevention, vous en avez probablement entendu parler dans le cadre de Apple et de Safari.
On va revenir, un petit moment là-dessus parce qu'il y a des points qui sont importants de comprendre sur ce sujet. Le fingerprinting. Fingerprinting qui est une alternative souvent, utilisée par les éditeurs de solutions lorsqu'on ne peut pas traquer avec, des cookies ou des mécanismes habituels, qui consiste à reprendre, un maximum d'informations sur l'internaute pour essayer de savoir qui il est, sans pour autant savoir, qui est la que c'est monsieur Dupont ou madame Michu, mais arriver à distinguer en tout cas les navigateurs les uns des autres. L'IDFA, donc, c'est un identifiant qui a été créé par, Apple, à la base, qui permet, de traquer sur les applications mobiles. On va revenir un petit peu dessus tout à l'heure aussi. Le user agent qui correspond, à une information de type, j'utilise, Google Chrome sur Windows ou j'utilise, Safari, sur un Mac. Donc c'est une information relative plutôt à l'équipement. Le local storage qui est, une alternative aux cookies, on reviendra un petit peu dessus aussi pendant la présentation, qui a été utilisé pendant un petit moment par certains éditeurs comme, une solution pour contrecarrer, l'approche ITP proposée par Apple. Malheureusement, dans la toute dernière version d'ITP, ce local storage est aussi impacté. Donc malheureusement, il n'est plus, la solution miracle. Et le 8e et dernier, le P3P, le Platform for Privacy Preferences, qui est pareil, une très, très vieille norme qui avait été utilisée principalement par Internet Explorer, qui permettait, aux éditeurs d'expliciter en fait la façon dont, le tracking était réalisé, qui correspond un petit peu aux normes qui commencent à se mettre en place aujourd'hui, où on oblige dans le cadre d'un consentement, un éditeur ou un annonceur à expliciter pourquoi est-ce que, le tracking va être réalisé. Alors les IP effectivement par rapport à la question, je l'ai pas mis, hein, il y a beaucoup d'autres termes, hein. Les IP, je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est effectivement un élément important aussi, heu, qui permet de tracer, un individu à minima au niveau de sa box ou de sa connexion internet. L'IP n'étant pas malheureusement, magique non plus puisque toutes les personnes, au sein d'une même société utilisant la même connexion vont avoir la même IP. Ça pose aussi des petites limites. Alors la genèse du tracking, donc vous allez voir toutes les slides sont autour des cookies, donc j'espère que vous avez pas trop faim. On va essayer de tenir jusqu'à midi. Hem, Comment est-ce qu'on en est arrivé à utiliser des cookies? Autour des années 2000, on est dans vraiment les prémices, de la mesure d'audience. On avait des outils de web analytics, donc le terme existait déjà, mais qui étaient plutôt basés sur, l'analyse du trafic des serveurs, donc ce qu'on appelle des web log analyzers, qui permettaient en fait, à partir du nombre de pages qu'avait délivré un serveur, de comptabiliser un petit peu le trafic. Ça posait des soucis, assez simples du type, une page mise en cache, par un navigateur, puisqu'elle n'est pas téléchargée sur le serveur, donc ça permettait pas de compter correctement. En tout cas, en général, ça sous-estimait le trafic d'un site. Pour cette raison, on a mis en place des pixels de tracking, donc qui cette fois-ci sont du côté du navigateur. Si je me trompe pas, c'est WebTrends d'ailleurs qui avaient été les premiers à sortir un système de pixels de tracking, en tout cas de leur dire. Hem, Ces pixels de tracking, ils permettaient donc de comptabiliser, à chaque action, à chaque chargement de page ou à chaque, événement de clic ou ce genre de choses, +1, donc une information supplémentaire pour l'individu. Alors c'était très intéressant, mais très vite, des limites sont apparues, en tout cas des questions supplémentaires. Parce que c'est bien de savoir que j'ai 2000 pages chargées sur mon site, mais potentiellement, ça sera encore plus intéressant de savoir si c'est 2000 pages par une seule personne ou si c'est 2000 pages par, 45 personnes. Cette notion de personne, elle a été convertie en la notion de visiteur qu'on connaît aujourd'hui. Et cette notion de visiteur, pour exister, a nécessité un identifiant de visiteur permettant de distinguer, les 200 pages d'accueil qui ont été chargées, par un individu A, un individu B, un individu C. Et c'est pour cette raison que les premiers cookies sont apparus, avec un distinguo assez simple dans un premier temps, c'est distinguer, le A, le B, le C, en leur posant un identifiant dans leur poste. Ces premiers tracking, ils ont servi aussi à justifier des factures de clics, et d'impressions publicitaires tout au début, donc dans les années 2000. Google, pour ne pas le citer, était, l'un des premiers à être challengé là-dessus. C'est-à-dire que le système de lien sponsorisé qu'on connaît aujourd'hui existait déjà à l'époque, mais les annonceurs ont commencé à demander un peu des comptes sur la façon dont c'était comptabilisé et on souhaitait surtout, créer un peu un tracking parallèle, pour
contre-mesurer ce que proposait Google. Donc Google permettait, avec un système de tracking qui lui était propre, à la base, et Bing également et tous les autres éditeurs également, de justifier des factures de clics et d'impressions publicitaires qu'il envoyait, aux annonceurs derrière, en disant: «Bah, voilà, vous avez eu 2 000 clics aujourd'hui, vous ne devez pas». Hem, Dans le début des années 2000, on oublie aussi très vite, hein, parce que maintenant on est passé à autre chose, mais les équipes marketing pouvaient enfin, pour la première fois, mesurer un ROI online. Heu, donc c'était important pour eux parce que ça leur permettait bah, tout simplement de suivre de bout en bout un individu, du clic jusqu'à la conversion. Alors, il y avait peut-être des petits problèmes de son encore. Je vais continuer si jamais, vous avez encore le problème, vous le remontez. Hem, les emails également. Alors je vais revenir sur les emails parce que c'est un cas important par rapport à notre tracking qu'on évoque aujourd'hui sur les cookies et sur le consentement en général. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé sur les emails, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui sur les cookies. Dans les années 2000, on avait la possibilité d'envoyer un email à n'importe qui sans raison, à partir du moment où on était capable d'avoir son adresse email. Donc il y avait des jeux concours qui fleurissaient partout sur internet et votre adresse était passée, de proche en proche à un éditeur A, un éditeur B, et puis tout le monde, se la revendait. Hem, Ce qui a généré une apparition de spam, massif, dont Bill Gates disait en 2007, je vais faire disparaître, sous 2 ans les spams. Bon, en réalité, c'est toujours existant malheureusement. Donc il y a eu un encadrement de l'usage de ces emails et les réglementations qu'on connaît aujourd'hui avec, l'obligation d'avoir une case pour optimiser, le trafic et la captation d'un email, c'est exactement le système qui est en train de se mettre en place avec les systèmes de consentement sur les cookies aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'abus, il a fallu le normaliser. Donc après ces années 2000, autour des années 2005 à peu près, on a vu apparaître un autre système, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le tracking de contre-mesure. Pour reprendre l'exemple de Google, ou d'Amazon qui diffusent des liens sponsorisés, ou même un Criteo. Je souhaite, activer, des campagnes sur, l'un de leurs réseaux en tant qu'annonceur. Derrière, je vais recevoir des factures, mais, je reste un petit peu blind sur ce qui s'est réellement passé. Donc je vais, leur proposer à ces, éditeurs, Amazon, Criteo et Google, de mettre en place des trackings qui m'appartiennent à moi en tant qu'annonceur via mon partenaire technique et qui vont me permettre de contre-mesurer leurs dires. Donc c'est ce qu'on appelle le tracking de contre-mesure. C'est typiquement quelque chose que vous pouvez faire avec, nos solutions. Vous pouvez faire ça avec, beaucoup de solutions sur le marché. Et l'accélération de la fraude publicitaire a joué, un rôle important également, notamment sur mobile, puisque, cette fraude nécessitait, de vérifier si, les abus de clics qui pouvaient apparaître, dans les factures, des solutions des éditeurs, mobiles, étaient justifiés ou non. Donc, on voit apparaître, des algorithmes d'optimisation, de gestion de la fraude, ce genre de choses. C'est devenu assez rapidement nécessaire, notamment sur mobile, où il y a énormément encore aujourd'hui de fraude publicitaire. Heu et ce système de tracking de contre-mesure, il a permis de basculer, en 2010 sur une accélération en général du tracking. Hem, un tracking qui est devenu un petit peu trop systématique, on pourrait dire, parce que devenu beaucoup plus simple, parce que de plus en plus, d'objets connectés et des solutions qui permettent de capter beaucoup plus, d'audience d'un point de vue, techno, des bases de données beaucoup plus grosses et cetera. Donc les collectes massives ont commencé à accélérer vraiment en 2010 avec, des usages mobiles qui ont explosé également et le dernier point qui est, on va le voir pour après, très, très important également, des identifications simplifiées. Vous voyez de plus en plus, sur internet, fleurir des connexions, automatiques, via votre compte Facebook, via votre compte Google ou autre chose. Hem, Forcément, lorsqu'on arrive à avoir une identification, facile et facilitée pour l'individu, une collecte qui est possible à grande échelle, ça donne des perspectives intéressantes pour le tracking. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a, on est dans l'ère du big data, je pense que je ne vais pas vous l'apprendre, dans le sens où on a, de plus en plus de données à croiser, mais des technologies, qu'on appelle NoSQL, qui permettent de traiter de gros volumes.
Ça n'existait pas auparavant et c'est vrai que, grâce à ce type de technologie, on voit fleurir des éditeurs également autour de la captation d'informations, le croisement d'informations, ce genre de choses. L'enjeu majeur, si on met de côté la partie technique, c'est la recherche de l'identification permanente. Nous, lorsqu'on travaille avec des clients aujourd'hui sur des projets et des relances de paniers ou des détections en tout cas de comportements, l'enjeu le plus important, c'est d'arriver à capter, qui est en train de naviguer. C'est bien d'avoir des informations sur des personnes anonymes, c'est beaucoup mieux d'avoir des informations sur des personnes qu'on est capable d'identifier parce qu'on va pouvoir les toucher de façon beaucoup plus fine. Donc une réconciliation, online-offline de plus en plus présente, donc via tous les systèmes que vous pouvez, connaître via, les caisses enregistreuses. On va vous poser des questions sur, est-ce que vous souhaitez recevoir votre facture, par email? Parce que c'est green, mais c'est surtout, que ça permet d'identifier qui est en train d'acheter. L'utilisation de votre carte de fidélité. À chaque fois que vous allez, sortir votre carte de fidélité, c'est un moyen supplémentaire pour nous, en tant qu'éditeur de réaliser une connexion supplémentaire. Hem Tout ce qui est, online, offline, c'est le gros sujet sur lequel, on travaille côté Commanders Act, aujourd'hui parce que les univers étaient assez séparés, jusqu'à présent. On avait réussi à faire pas mal de choses intéressantes sur le offline, pas mal de choses intéressantes sur l'online et on se rend compte qu'il y a des interactions de plus en plus présentes, en tout cas des besoins côté annonceur de réconcilier tout ça pour ne faire qu'un entre les boutiques et le online. Donc le tracking de l'individu aujourd'hui est, avancé. On tend en tout cas vers une identification de plus en plus, permanente via des mécaniques qu'on va voir ensemble juste après. D'un point de vue tracking justement, ces identifications, elles sont réalisées de différentes façons. J'ai remis des termes ici, que vous avez pu déjà peut-être entendre dans le cadre d'échanges, dans le cadre de réunions sur ces sujets-là. Hem, la première, c'est les identifications de navigateurs ou les identifications, au niveau des devices. On va avoir donc les cookies, on en parlera juste après. Les local storage dont je parlais, un petit peu, qui était une alternative, potentiellement aux cookies pour certaines problématiques, Safari, mais qui n'y sont malheureusement plus. Des termes un peu plus, farfelus comme les zombies cookies, vous avez peut-être déjà entendu parler. Ce qu'on appelle les zombies cookies, c'est des cookies que vous supprimez mais qui reviennent, tels des zombies. Vous avez l'impression en tant qu'internaute d'avoir tout supprimé, nettoyé votre poste et finalement non, ils sont toujours là. Ces technologies, elles existent, toujours. Elles sont, tellement gourmandes d'un point de vue ressources, en termes d'exécution sur un navigateur qu'elles sont très, très peu utilisées. Mais c'est des choses qui existent en tout cas. Et les 2 derniers, donc l'IDFA et l'Android ID, donc respectivement pour Apple et Android, qui permettent de détecter, un individu sur la base d'un identifiant. Le gros avantage de ces identifiants, c'est qu'ils vont être, à la différence des cookies, ils vont être permanents. C'est-à-dire sans action de la part de l'utilisateur en disant: «Je souhaite le supprimer» ou «Je souhaite le modifier» dans les paramètres de son téléphone. Ces identifiants vont être, permanents et communs entre toutes les applications. Ce qui est le point fondamental, qui fait qu'un IDFA sur application est beaucoup plus puissant, qu'un cookie sur un navigateur. C'est que, je vais naviguer sur l'application, ProMode, je vais ensuite aller sur l'application, Allociné, je vais terminer sur l'application Disneyland Paris. Mon IDFA va être le même sur ces 3. C'est un point fondamental qui fait aussi que nous, aujourd'hui, les clients nous demandent de plus en plus de réaliser, du tracking, des actions sur application parce qu'ils savent que la mesure est plus fiable que sur le web. Le second point, donc, c'est le fingerprinting. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec ces noms barbares, le user agent, l'IP, ce genre de choses. Hem, j'ai mis une illustration, au niveau de cette slide qui correspond à ce que vous pouvez voir dans les séries françaises ou américaines policières où le jeu, c'est d'arriver à retrouver les points d'identification d'une empreinte digitale. C'est le même principe en fait qu'on va avoir sur le fingerprinting avec, l'enjeu qui est de dire, plus j'ai de points, plus j'ai de certitude sur, l'individu qui est en train de naviguer. Si je reprends l'exemple de mon IP qui va être commune à toutes les personnes, au sein de mon entreprise, c'est malheureusement un point commun qui fait que, on aura du mal à différencier, un bureau d'un autre, un poste d'un autre. Donc, elle ne sera pas suffisante. Mais si je rajoute le user agent qui va correspondre, à,
Google Chrome sur Mac d'un côté et pour une autre personne à Firefox sur Windows, c'est déjà un autre point de différenciation. Et si je rajoute en plus la police, la taille d'écran, des informations sur le mouvement de la souris ou sur sa localisation, tout ça, ça va me permettre de rajouter des points d'identification et sans avoir une version sûre à 100%, donc ce qu'on appelle déterministe, mais une version sûre à 95%, qu'on qualifiera plutôt de probabiliste, la capacité à essayer de retrouver un individu lorsqu'on n'a pas d'identifiant. Donc on ne saura pas qui c'est, mais on sera capable de le tracer dans le temps, ce qui est déjà énorme d'un point de vue technique. Ça veut dire que dans le cadre où je n'ai pas de cookies à disposition ou d'identifiant en général, je vais pouvoir m'appuyer sur ces éléments-là pour capter et tenter de suivre des individus. Le troisième point, c'est le point qui est le plus simple quand on le dit, forcément, c'est l'identification. C'est-à-dire que si je suis capable de m'identifier avec un login, on ne va pas s'enquiquiner, essayer de trouver des cookies, des identifiants ou faire du fingerprinting. On est sûr à 100% que l'individu qui est en train de naviguer, c'est celui qui est logué, générant après d'autres problématiques pour les éditeurs de solutions, c'est pour les posts et les devices qui vont être partagés. Si je suis sur un iPad ou sur un poste à domicile, les personnes vont naviguer, les personnes qui vont naviguer ne sont pas forcément les personnes qui se sont loguées précédemment. Donc c'est pour vous donner des exemples des enjeux qu'on va avoir de notre côté aussi, c'est-à-dire que si 100% de nos clients aujourd'hui imposaient une identification pour la navigation, ça pourrait ne pas être suffisant parce que on pourrait avoir une personne qui navigue alors que c'est une autre qui s'est loguée. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces cookies. On a essayé de schématiser un petit peu pour vous faire comprendre le fonctionnement en général des cookies, en espérant que ce soit assez clair. Si vous avez des questions, de toute manière, vous n'hésitez pas à nous les poser à la fin de la session. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cookie, donc ça se dépose dans un navigateur. C'est pas ailleurs, c'est pas sur un serveur, c'est pas sur un site web, c'est dans un navigateur. On a symbolisé les navigateurs ici par des boîtes de cookies et on a mis à l'intérieur plein de cookies. Un cookie, donc, c'est associé à un navigateur et c'est surtout associé à un nom de domaine. C'est-à-dire que ce couple navigateur-domaine vous donne l'unicité d'un cookie, peu de choses près. Donc, si on prend la première boîte qui se trouve sur Google Chrome, on va avoir 3 cookies qu'on a mis en évidence ici, un cookie Ubisoft, un cookie Disneyland Paris, un cookie Promode. On va en avoir d'autres sur Firefox et d'autres sur Safari. Ce qui est intéressant de noter, c'est que si ces 3 navigateurs sont installés sur votre bureau, vous allez avoir un cookie Promode, un deuxième cookie Promode et un troisième cookie Promode. On les a mis ici en rouge. Ces 3 cookies, en fait, sont différents parce que le fonctionnement et le pool de cookies est différent de l'un à l'autre. Donc ça va être important pour la suite. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si j'ai 3 navigateurs sur mon poste, je suis potentiellement 3 individus. Et donc si j'ai pas un moyen de rapprocher tout ça, je suis 3 individus différents et donc on va chercher à améliorer ce tracking, à l'affiner. Un cookie peut être perçu de 2 façons. Ces notions vont être hyper importantes pour le tracking ITP qu'on verra juste après. On va avoir des cookies qu'on qualifie de first party et des cookies qu'on qualifie de tierce party, third party. Ces cookies déposés dans le navigateur portent des noms différents selon le type de site qu'on est en train de visiter. Donc, si je suis en train de visiter, dans l'exemple ici, le site disneylandparis.com, le cookie disneylandparis.com est considéré comme first. Les autres ne sont pas liés au domaine courant, en tout cas ne sont pas les mêmes que le domaine qui est affiché. Donc, ils sont considérés comme des cookies tiers. Si j'avais fait l'exercice en naviguant sur le site ubisoft.fr, le cookie first party aurait été celui d'Ubisoft et les autres auraient été considérés comme des cookies tiers. Donc un même cookie, selon le site qui est accédé, va porter un nom différent et va avoir des capacités différentes.
Les cookies tiers, donc ceux qui correspondent à un domaine qui n'est pas le domaine courant, donc pour reprendre notre exemple, le cookie d'Ubisoft et le cookie de Promode lorsque je navigue sur disneylandparis.com, vont avoir un traitement particulier sur d'autres navigateurs. Donc sur Chrome, c'est un petit peu en train d'évoluer, mais pour l'instant, il y a pas d'impact avant 2020. Sur Safari, ils ont toujours été bloqués. Donc la question de est-ce que ITP bloque les cookies tiers ou ce genre de choses, vous pouvez la mettre de côté. Les cookies tiers ont toujours été bloqués sur Safari. Donc le sujet n'existe pas. Sur Firefox, depuis le 3 septembre 2019, la nouvelle version de Firefox à l'époque, donc c'est assez récent, les cookies ont été désactivés. Les cookies tiers ont été désactivés, en tout cas, via un système assez élaboré de détection de domaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un impact maintenant aussi sur Safari au niveau de ces cookies tiers. Je vais revenir après sur des cas précis pour Criteo, Google Analytics, pour illustrer justement les questions que vous pourriez avoir sur ce point-là. J'ai des slides dédiés. Ce sera peut-être plus concret encore. Alors, le cas ITP, donc le cas de Safari, puisque c'est celui qui nous intéresse, est important parce que Safari est le seul des navigateurs, donc si vous avez une phrase à retenir, c'est celle-là, c'est le seul navigateur qui a un impact sur les cookies first. Il n'y a pas d'autre. Ce navigateur Safari, via ITP, donc Intelligent Tracking Prevention, qui consiste à une somme de règles plus ou moins complexes dont l'objectif est de détecter est-ce qu'il y a un tracking ou pas. Ces cookies first vont avoir un traitement particulier sur Safari. Donc à la base, on pourrait se dire, il est posé puisqu'a priori Safari les accepte. La réponse est oui, mais sa durée de vie va être différente. Lorsque je suis sur un cookie qui va être créé par un tag, qui va donc déposer ce cookie first de disneylandparis.com sur le domaine disneylandparis.com, les nouveautés de l'ITP, c'est que ils vont être limités entre 24 heures et 7 jours selon les cas. Donc nous, on résume à 24 heures parce que c'est le pire des cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des impacts et que ce cookie va disparaître au bout de 24 heures. Si en revanche, ce même cookie est créé par un serveur, je prenais l'exemple en début de session d'un site internet qui utilise des cookies pour gérer les paniers, par exemple. Donc ça, c'est typiquement un cas de cookie first créé par le serveur donc pour gérer la session d'achat. Il n'y a pas de restriction, fort heureusement. Ça veut dire que vous pouvez continuer à avoir des sessions de paniers qui vont perdurer d'une journée sur l'autre. Et vos internautes, vos clients en général, ne seront pas impactés sur cette partie-là. Le sujet est vraiment pour ceux qui ont été créés par tag, qui vont avoir un impact et ça va avoir des conséquences sur la mesure et sur ce que vous allez pouvoir faire des solutions. Donc, au niveau du tracking de l'individu, on va rentrer dans des cas pratiques. Ça va vous permettre un petit peu mieux de comprendre, si vous utilisez les solutions que je mentionne, l'impact concrètement sur votre business. On va commencer par Google Analytics, qui, sans prendre trop de risques, devrait représenter pas mal de cas. Comme on le disait tout à l'heure, alors déjà, il faut savoir que Google Analytics fonctionne en first party cookies, donc des cookies qu'il pose sur le domaine courant. Toutefois, il les pose par tag. Donc, on est sur le cas des 24 heures que je mentionnais précédemment, où le tag va expirer, le cookie va expirer au bout de 24 heures. Donc, on imagine le scénario où jour 1 à 9h50, par exemple, ce matin, je navigue sur mon site internet. Google Analytics va me poser un cookie. Comme c'est posé par tag sur Safari, je vais avoir 24 heures de validité. Si je reviens le lendemain à 10h10, donc à plus de 24 heures, le cookie aura disparu. La conséquence, c'est que Google Analytics va créer automatiquement un nouveau cookie, donc un autre cookie first, puisque le premier n'existe plus, ce qui va avoir des impacts sur la mesure, parce que le rapprochement entre ces deux sessions ne sera plus assuré. Donc ça va être compliqué en fait sur Safari pour le cas de Google Analytics de suivre un internaute ou un mobinaute d'une session à l'autre, d'un jour à l'autre. On verra sur la partie impact tout à l'heure justement les conséquences que ça va avoir au niveau de la mesure pour vous. Si on prend un deuxième cas, illustration avec Criteo. Donc il faut savoir que Criteo fonctionne avec des cookies tiers. Ces cookies tiers, comme on les a vus tout à l'heure, sur Safari et sur Firefox, ils vont poser problème puisqu'ils sont bloqués. Donc, concrètement, je navigue sur le site annonceur, je suis sur disneylandparis.fr.
Je vais avoir un disneylandparis.com, peu importe. Donc, je vais tenter de poser ce cookie. Je ne peux pas parce que le système m'en empêche. J'aurai la même chose sur Safari. Donc, sur le site éditeur, en tout cas en se basant sur un cookie, je ne vais pas pouvoir faire de retargeting puisque cette technologie-là, en tout cas, ne le permettra pas. Donc, sans login ou sans identification client, on va revenir un petit peu dessus après, et en se basant que sur des cookies, je ne peux pas cross-site essayer de suivre un individu. Le tracking cross-device, c'est encore plus compliqué, puisque là, on passe vraiment d'un support à un autre. Lorsqu'on passe d'un support à un autre comme ça, il n'y a pas de magie. Si déjà au sein d'un device, entre deux navigateurs, on a déjà des cookies différents, le sujet est encore plus compliqué lorsqu'on est sur deux devices différents. Il n'y a vraiment aucun lien. Le seul lien qu'on va pouvoir créer, c'est avec des identifiants. Donc, on va demander à l'individu de se loguer sur le site de Vinci, sur le site de McDonald's. Et potentiellement, si je reprends mon cas Criteo précédemment, si les informations me sont transmises, et c'est ce que la plupart des éditeurs Criteo en fait partie commencent à mettre en place, je vais être capable de faire des jointures qui n'étaient pas possibles avec seulement des cookies. Donc cette clé de l'identifiant, c'est une clé hyper importante puisqu'elle permet justement de rapprocher des éléments qui ne seraient pas rapprochables facilement. Donc les impacts sur le marché à Tech Martech, ils sont malheureusement plus ou moins forts selon l'activité. Pour illustrer ça, j'ai fait une petite capture de l'action d'un éditeur que nous connaissons tous, un éditeur français qui s'appelle Criteo. Et j'ai rajouté les dates de sortie des versions d'ITP pour vous permettre de vous rendre compte de l'impact que cela peut avoir au niveau de la perception marché, mais au niveau du business en général, puisque les deux sont un petit peu corrélés. Donc, j'ai pris l'exemple de Criteo parce que tout le monde le connaît. Cet exemple-là, on pourrait le prendre pour plein de solutions qui sont cotées en bourse. C'est pas uniquement Criteo qui est impacté, c'est toutes les solutions qui fonctionnent avec des cookies tiers. Comme ITP s'attaque au cookie first, tous ceux qui essayent de faire des cookies tiers, malheureusement, ou des cookies first, vont avoir plus ou moins de difficultés à interagir, puisqu'il faut arriver à suivre les limitations imposées par le navigateur. Donc, le jeu, c'est vraiment un jeu du chat et de la souris. C'est ITP sort une nouvelle version, ça fait ceci, cela. Donc, hop, dans la foulée, les équipes R&D commencent à rebosser sur qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour l'éviter. De notre côté, les équipes techniques anticipent un maximum de cas sur tous les navigateurs, mais on est soumis aux décisions de ces navigateurs. S'ils décident du jour au lendemain de stopper les cookies first, de faire des règles compliquées, de stopper les cookies tiers, etc., il faut qu'on anticipe. Et nous, tout l'enjeu, c'est d'arriver à anticiper technologiquement ce qui pourra arriver et de proposer à nos clients des alternatives le plus rapidement possible. On le voit d'ailleurs, hein, c'est pas une dégringolade permanente, ça remonte régulièrement parce qu'il y a des alternatives qui sont trouvées. Et derrière, on a parfois malheureusement les GAFA qui nous réimposent des règles sur lesquelles nous n'avons malheureusement pas le choix. L'impact ITP sur l'analytics, le testing et les push notifs, on vous les a remis ici, comme ça sera bien clair. On a travaillé avec 55 sur ces 3 slides-là pour exprimer un petit peu clairement et de façon plus transparente aux éditeurs et aux annonceurs les impacts que vous pouviez avoir au quotidien. Donc sur l'analytics, on prend l'exemple de Safari. Le nombre de nouveaux utilisateurs va augmenter artificiellement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, puisqu'entre 24 heures et 7 jours, ils vont être considérés comme nouveaux. Donc, c'est le cas Google Analytics que j'évoquais tout à l'heure. Si je reviens un jour et un autre et encore un autre, comme mon cookie expire à chaque fois, je suis comptabilisé comme un nouvel individu. Donc, je suis surcomptabilisé. Et l'effet, il est amplifié avec les nouvelles versions d'ITP, puisqu'il ne fait que croître. Au niveau du testing et de la personnalisation, on va avoir le même genre de problématique, on va en avoir deux. Le premier, c'est d'arriver à suivre un individu, parce que lorsqu'on commence à faire des jeux de test pour essayer de simuler ou de split tester de l'audience,
Le problème, c'est qu'un individu va passer dans une audience A, puis dans une audience B. Donc, en termes de résultats d'exposition, c'est très compliqué d'arriver à déterminer qui est qui, tant qu'on n'a pas d'identifiant. Si on se base sur du cookie, malheureusement, il peut se retrouver dans les deux pôles. Et au niveau des scénarios qui vont être basés sur un capping, forcément, on va avoir la difficulté aussi, puisque qui dit capping dit comptabiliser pour un même individu un certain nombre d'actions. Si j'arrive pas à suivre l'individu, je peux pas comptabiliser correctement toutes les actions. Pour les push notifications, c'est la même chose. Lorsque je vais être basé sur un nombre, une action à J+3 par exemple, le risque, c'est que je renvoie plusieurs fois le même message à la même personne, puisque je ne vais pas être sûr de la retrouver. Au niveau de l'impact sur les médias, alors sur les DMP, justement, on va y arriver, parce que j'avais des questions dessus. En termes de mesure, mesurer le reach, ça devient compliqué parce que c'est basé en général sur des notions de tiers, de cookies tiers, ce genre de choses, donc ça devient assez complexe. Le multi-touch attribution, donc le MTA, ça devient aussi un challenge parce que lorsqu'on est cross-site, qu'on veut savoir et essayer de suivre un individu qui a cliqué sur un lien, qui est passé sur un autre avant de convertir sur mon site, ça se faisait auparavant avec des cookies tiers. Si les cookies tiers disparaissent, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a des alternatives, heureusement, mais en tout cas, ça devient de plus en plus compliqué. Et après, l'idée, c'est que les cookies qui vont rester vont plutôt être utilisés dans le cadre d'échantillonnage pour nourrir des modèles que d'arriver à faire une vue parfaite de bout en bout. Sur le marketing activation, donc le retargeting, comme on disait tout à l'heure avec notre exemple Criteo, il reste toujours possible, heureusement, mais il sera encore plus performant sur les supports identifiés. Parce que si j'arrive à déterminer de façon fiable un individu, je vais pouvoir de façon fiable le retargeter. Exclure les audiences, ça devient de plus en plus compliqué pour les raisons mentionnées précédemment. Et tout ce qui est lookalike, ça va être aussi complexe. Donc le capping cross-domaine, on en a parlé. Si je ne peux pas comptabiliser le nombre d'actions sur un individu de façon fiable, je prends le risque d'augmenter le nombre de fois où je le touche. En revanche, au sein d'un même domaine, donc si on parle de capping, non pas de cross-domaine, mais au sein d'un seul site, c'est quelque chose qui peut être envisagé avec les limitations que l'ITP va nous imposer sur Safari. Par rapport à ces logiques d'identification, l'idée, c'est que le marché il commence déjà un petit peu à évoluer. Plus on est identifié et on est capable de reconnaître un individu, plus on a de fortes chances d'avoir un bon business. C'est la raison pour laquelle les walled gardens ont des capacités basées sur des ID que tout le monde ne peut pas avoir, malheureusement. Donc, tout ce qui est, tous les consortiums autour d'un cookie unique ou ce genre de sujet sont pertinents et font partie des sujets que nous, on suit, en tout cas, avec les différents partenaires et les autres éditeurs. L'objectif étant de partager tous ensemble ce qu'on appelle l'open web, de partager tous ensemble un identifiant qui serait récupérable et partagé entre tous les éditeurs. En termes de targeting, les données tierces forcément souffrent de ce sujet-là, puisque acheter de la donnée tierce pour qualifier mon audience, ça devient compliqué sur certains supports, puisque c'est basé sur des cookies tiers la plupart du temps. Ça veut dire que je ne peux pas rapatrier sur tous ceux qui refusent des cookies tiers, donc les Firefox et Safari, des données CSP sur des cookies. Les DMP, donc pour revenir à l'une des questions qu'on avait tout à l'heure, les DMP, si on distingue les DMP purs publicitaires médias et les DMP plutôt CRM, type plutôt CDP dans ce cas-là, les DMP purs publicitaires, effectivement, elles vont avoir du mal à démontrer leur valeur, puisque quand on va accoler un ad server avec une DMP qui a moins de capacité en termes de qualification d'audience, ça réduit un petit peu son impact sur la valorisation de l'audience. Et après, donc, sur un même site, en termes de targeting, ça devient intéressant de remettre en place ce qui avait un petit peu disparu, c'est de travailler sur un contexte de page et se dire, une personne qui navigue sur cette page, tant que je suis sur le même domaine, je vais pouvoir potentiellement réexploiter l'information directement dans sa session pour faire un targeting un peu plus intelligent.
Donc à la fin, on aura moins de médias long tail et plus d'espace publicitaire haut de gamme basé sur les données first party. Ça veut dire que techniquement, il faut que les ad serveurs, les DMP et tous ceux qui gravitent autour de cette qualification d'audience fassent évoluer leurs standards également. On commence à voir évoluer, nous on s'intéresse aussi à ces sujets-là, des audiences qui sont plus first party que tierces, des technologies qui sont plus first party que tierces en général, du stockage dans les navigateurs et puis du stockage sur des bases de données. Donc c'est des choses qui existent et qui sont dans l'air du temps en tout cas. Pour terminer, donc on va avoir 2 points. Le premier, je reviens très rapidement sur l'encadrement de cette collecte. On parlait tout à l'heure des emails qui étaient envoyés dans les années 2000 de façon un peu abusive, ce qu'on qualifie toujours de spam. Si on fait le parallèle avec les cookies, c'est un peu le même principe, c'est un peu le Far West. Et là, on arrive à la fin du Far West où tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait sans problématique et sans restriction. Et le système de consentement qu'on met à disposition aujourd'hui sur les sites, nous, dans le cadre de notre offre, dans toutes les petites bannières que vous pouvez voir fleurir sur Internet ou sur les applications ou sur les sites, font partie de cet encadrement généralisé de la collecte. Il y avait travaillé énormément dessus également. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui se mettent en œuvre et qui permettent d'encadrer un petit peu mieux ces systèmes, qui va nous permettre aussi, nous, en tant qu'éditeurs, de proposer à des annonceurs une collecte de qualité et plus une collecte massive avec pour objectif de faire du branding sans détail. La mise en œuvre de nouveaux process internes, donc vous devez être forcément impacté au sein de vos sociétés en tant qu'éditeur ou en tant qu'annonceur, avec tous les DP quelque chose, les DPO, les DPA, je ne vais pas revenir dessus, je pense qu'on vous a suffisamment bassiné avec les sujets RGPD dans les années passées. La nécessité pour la marque de créer de la confiance en jouant la carte de la transparence. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt que de collecter massivement à l'insu de vos utilisateurs et de vos acheteurs. Nous, ce qu'on observe, c'est que la carte de la transparence, c'est apprécié par les utilisateurs de vos supports. Plus vous allez être transparent et plus vous allez leur expliquer comment vous fonctionnez, plus vous allez avoir l'équivalent de cette optimisation au niveau des emails propres, qui consiste à dire, voilà, nous on travaille comme ça, on ne travaille pas comme ça, en ça on est mieux que le voisin, et on se sert d'outils qui nous permettent de vous garantir que ce qu'on fait, c'est propre, globalement. La pression interne du légal pour obtenir des consentements utilisateurs, ça va dans le même sens également. La pression n'est pas que de la part de vos utilisateurs et de vos clients, mais également en interne. Donc ça répond globalement aux mêmes problématiques. La mise à niveau général sur la réglementation européenne et ses interprétations, donc ça c'est quelque chose qui évolue notamment dans le cadre du privacy. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet du webinaire, mais l'écosystème évolue en tout cas. Et cet écosystème, il doit continuer à évoluer dans le sens de la transparence, mais tout en continuant à optimiser les performances mises à disposition aujourd'hui des marketeurs. Donc c'est toute la difficulté en fait, en disant je suis transparent, je fais des choses très propres, mais si je fais des choses un peu trop propres, j'ai plus beaucoup d'audience targetable. Donc c'est des sujets sur lesquels également on travaille beaucoup. Donc il y a des problématiques effectivement. Donc non, ce n'est pas la fin des cookies pour reprendre la réponse à la toute première question. Il y en a moins, il n'y a pas les mêmes cookies, mais il en restera toujours. En tout cas pour l'instant, il en reste toujours. Le sujet, c'est d'arriver à les faire vivre un petit peu plus longtemps, si vous avez suivi le fil de la présentation. Donc ça fait partie des choses qu'on propose, qu'on commence à proposer à nos clients. Dans les réponses qu'on propose dans l'offre CDP Commanders Act, on va retrouver 2 produits qui sont les produits phares pour ce sujet. Le premier, c'est le produit qui s'appelle Trust Commander, qui permet de gérer les bannières que vous voyez sur le site pour la captation du consentement de façon transparente. Et le second, c'est ce fameux challenge de l'identification avec un produit qui s'appelle Fuse Commander, qui permet de travailler les données d'individus cross-device ou cross-channel pour arriver à faire ces jointures qui sont parfois difficiles sur Safari. On a lancé dans ce cadre-là un module en open bêta très récemment auprès de nos clients, il y a moins de 2 mois, qui est assez innovant dans le sens où il va permettre de prolonger la durée de vie des cookies sur ITP au-delà des 24 heures qu'on vous mentionnait tout à l'heure.
Donc, si on prend mon exemple de Google Analytics, qui va perdre les cookies régulièrement, tous les entre 24 heures et 7 jours, ce module Phoenix, qui porte bien son nom, il va vous permettre de prolonger la durée de vie de ce cookie au-delà de 24 heures et donc d'avoir une mesure qui va rester aussi fiable qu'elle l'était auparavant. Donc la bêta a été lancée le mois dernier auprès de nos clients. C'est intégré nativement dans notre TMS Tag Commander et les clients peuvent en bénéficier donc pour prolonger la vie des solutions, prolonger la vie des cookies, des solutions qu'ils utilisent. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Voilà, juste une petite capture de l'interface. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Je vous propose de basculer sur les questions, parce qu'il y en a certaines qui sont passées. Alors, qu'en est-il des partenariats seconde partie? Alors, les secondes parties, on n'en a pas parlé, mais il faut percevoir les cookies seconde partie comme des cookies tiers dans l'exemple qu'on évoque, puisqu'en fait, c'est des cookies qui ne sont pas sur le domaine courant. En fait, il faut distinguer first du reste, c'est plutôt comme ça. Donc, soit on parle d'un cookie first parce que c'est le cookie du domaine. Je suis sur ubisoft.fr, donc mon cookie first, c'est le cookie Ubisoft. Tous les autres sont des cookies qui ne sont pas first et donc qui sont impactés par ITP. Donc, on les appelle seconde partie, tierce partie, peu importe. L'impact sur le média problématique, j'allais dire programmatique, c'est un lapsus. Forcément, il y a un impact qui est difficilement perceptible, en tout cas à l'échelle d'un annonceur, hein, qui se perçoit beaucoup plus à l'échelle d'un éditeur, plus il va être gros et plus il va le percevoir. Il y a clairement un impact, c'est quelque chose qui est assez peu partagé. On a vu fleurir quelques articles, mais il y en a encore très très peu, exprimant justement les difficultés que c'est de réaliser ce qu'on appelle les synchronisations de cookies, donc qui permettent d'arriver à cibler correctement un espace sur un ad exchange. Puisque tout ça, ça fonctionne avec des cookies tiers. Donc, si vous avez suivi le fil de la présentation, effectivement, qui dit cookie tiers dit ça marche plus. Donc, le programmatique sur ITP, par exemple, ça n'existe plus. Des agences nous disent que certains de leurs clients ne veulent plus travailler les audiences iOS, par exemple, pour cette raison-là, parce qu'elles savent pertinemment que ça ne va pas marcher. Après, c'est plutôt sur les solutions concernées ou les agences qu'il faudrait poser la question. En tout cas, nous, dans ce qu'on perçoit, c'est que la mécanique, forcément, impacte de la même façon. Alors, est-ce que vous avez des accords pour gérer l'identification sur les utilisateurs logués? Donc, nous, on n'a pas d'accord particulier parce que les contrats signés au niveau des utilisateurs logués sont plutôt entre les grosses plateformes type Facebook et les annonceurs. En revanche, si l'annonceur est capable de capter l'information, on peut en bénéficier derrière pour la transmettre et toutes les solutions avec lesquelles vous travaillez peuvent en bénéficier potentiellement également. Quelle est la légalité de la solution Phoenix? C'est une très bonne question. Nous, aujourd'hui, ce qu'on met à disposition, c'est un outil qui permet d'augmenter la durée de vie d'un cookie. Donc aujourd'hui, ça pose pas de soucis. Enfin, il n'y a pas de sujet légal. Le cookie est déjà présent en fait. C'est-à-dire simplement, on dit que le disparaître au bout de 14 jours, il disparaît au bout d'un jour, il disparaît au bout de la période qu'on a définie. D'un point de vue légal, en revanche, ça veut dire que le consentement que vous gérez lorsque vos utilisateurs arrivent sur votre site, il faut qu'il soit aussi très clair là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas une durée de vie de 24 heures qu'il faut annoncer, c'est une durée de vie qui est celle que vous avez paramétrée. Safari dans le paysage des navigateurs, c'est 17%. C'est globalement le même en Europe et dans le monde. Donc c'est pas négligeable. Ça va dépendre beaucoup de votre secteur d'activité. Sur les secteurs high-tech, vous êtes beaucoup plus touché. Ça peut monter jusqu'à 30, 40, 50%. Et dans le luxe également, ça peut monter assez vite. Alors, concernant Phoenix, est-il basé sur la méthode du CNAME qui permet de pointer vers un domaine first de l'annonceur? C'est un peu plus compliqué que ça, mais dans les grandes lignes, ce qu'on va demander effectivement à notre client, c'est de nous ouvrir un domaine. Après, il y a d'autres paramétrages, mais comme on réfléchit également sur nos solutions, les autres produits qu'on met à disposition de nos clients, de basculer sur des audiences à la fois tierces et first, on peut imaginer se baser sur un CNAME pour la technologie. Alors,
regarde encore les questions. Il y a beaucoup de questions. J'essaie de remonter. Est-ce que la méthode CNM est efficace? Oui, mais elle est compliquée à mettre en place. C'est pour ça que nous, on propose via Phoenix, justement, c'est cette approche qui permet de dire, alors vous ouvrez un CNAME, mais toute la routine après d'exécution, on va s'en occuper. Donc pour nous, en tout cas, à date, c'est effectivement une option efficace. Et des dires de mon CTO, c'est compliqué ça sera compliqué, en tout cas, pour les navigateurs de bloquer ce genre de choses. La solution ID5 est-elle crédible à court terme en Europe? Je préfère que vous posiez la question à ID5 directement, parce que je ne me sens pas forcément à l'aise pour répondre sur leur technologie. S'il y a d'autres questions, il y a encore un petit peu. Il y a encore l'heure. Alors, les plateformes comme Google n'offrent-elles pas un système fiable de tracking des users? Alors, la notion de fiabilité, comme je disais tout à l'heure, elle part de la notion d'identification, donc d'arriver à l'identification, en tout cas du suivi dans le temps d'un individu. Si je prends juste le Google Analytics tout seul, il ne permet pas malheureusement de suivre un individu sur certains navigateurs au-delà d'une certaine période de temps. C'est le cas ITP que j'évoquais tout à l'heure. Néanmoins, Google, effectivement, a un petit peu de présence. Donc, si demain, ils décidaient d'utiliser leur réseau, d'identifier comme ils le font sur certaines problématiques publicitaires pour du customer match, par exemple, pour retargeter des individus, ils pourraient le faire. Mais aujourd'hui, les produits Google Analytics, en tout cas à ma connaissance, les produits Google Analytics et Google Identifiant en général sont décorrélés. Quel est le risque pour l'annonceur d'ouvrir un domaine en CNAME? Il n'y en a pas. En général, vous en avez déjà beaucoup sans même trop le savoir. Dès que vous avez un sous-domaine, en fait, ce qu'on appelle un CNAME, c'est un sous-domaine qui pointe vers quelque chose. Donc, si vous avez un support.promode.fr ou si vous avez un billetterie.disneylandparis.fr, vous avez déjà les CNAME, en fait. Donc, il n'y a pas un risque particulier. Notre DMP nous annonce travailler sur un POC permettant de transformer leurs cookies tiers en cookies first. Est-ce possible? Est-ce légal? Alors, on peut transformer des cookies tiers en cookies first. Ce que vous pouvez challenger, c'est la présence de ce cookie tiers, en fait. Parce que sur Firefox ou sur Safari, il n'y a pas de cookie tiers. Donc, en fait, il n'y a rien à transformer. Vous pouvez avoir des cookies first à la place. Mais transformer un cookie first en cookie tiers sur ces navigateurs-là, ça n'a pas de sens. Ça sera plutôt sur les autres. Et nous, on réfléchit à des approches plutôt hybrides, alors c'est peut-être ce que vous mentionnez là, consiste à utiliser le plus de cookies possible. Et après, on prend le meilleur de tout ce qu'on a. On prend du first, on prend du tiers, on met tout ce qu'on peut, et on prend le meilleur des deux. Il nous reste 3 minutes. Si vous avez encore des questions, c'est le moment. Et bon, dans tous les cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez les références sur la slide qui est visible. Les LinkedIn, les Facebook, les emails également. Passez par notre site. Dans tous les cas, vous avez les accès. J'espère que la session vous a été utile. Elle sera partagée normalement en replay prochainement et en téléchargement aussi si vous voulez le support. Vous avez tout votre compte. Merci à tous.